Puisque le temps avance et que nous avons encore deux exposés, je vais donner tout de suite la parole à Hervé Do Alto, qui nous parle cette fois de Bolivie. Merci. Alors je pense que quand on parle de la Bolivie par rapport à ce qu'on vient d'entendre, on a presque parlé, je dirais, de problèmes de riches, sachant qu'on va essayer de proportion gardée, bien sûr, sachant qu'on va essayer de répondre à une question qui a été posée finalement hier soir. On m'entend bien là? C'est bon? Ouais. Trop? Si je parle trop fort. Sachant qu'on va essayer de répondre à une question qui a été posée hier par Geneviève Azam, à savoir est-ce que finalement l'extractivisme, lorsqu'il est conduit par des gouvernements même progressistes, est-ce que cet extractivisme-là vaut-il plus que l'extractivisme lorsqu'il est conduit par des firmes privées transnationales? Est-ce que finalement, la vraie question, ce n'est pas le rapport à l'écologie et, de manière plus générale, même le rapport au capitalisme? Alors, le titre, dans le programme tel qu'il nous a été soumis, faisait état donc d'une communication sur les nationalisations en Bolivie de manière générale. En ce qui me concerne, j'ai choisi de me concentrer sur le cas des hydrocarbures. J'aurais pu vous parler de l'eau, des ressources minières, voire même du lithium. Mais je pense que les hydrocarbures sont vraiment un cas intéressant, justement parce qu'ils posent de manière frontale ce problème de l'extractivisme par un gouvernement progressiste. A fortiori, il s'agit d'une mesure... je vais faire un petit signe à chaque fois que nous allons changer de diapo. Voilà. Alors, voilà. Il s'agit d'une mesure qui a fait l'objet de luttes sociales pour le moins conséquentes en Bolivie. Vous n'êtes pas sans savoir que la nationalisation des hydrocarbures apparaît en Bolivie comme le fruit de longues luttes sociales qui trouvent leur point culminant dans la guerre du gaz de la ville d'El Alto, très proche du siège du gouvernement à La Paz. La guerre du gaz qui va donc imposer finalement la revendication de la nationalisation des hydrocarbures sur l'agenda politique, au terme d'un conflit qui va faire plus d'une soixantaine de morts et qui va déboucher sur la démission, non seulement la démission, mais aussi la fuite, un tantinet surréaliste du président de l'époque, Gonzalo Sánchez de Lozada, qui va s'enfuir par hélicoptère le 17 octobre 2003 jusqu'à la ville de Santa Cruz, où il va prendre un avion pour Miami aujourd'hui, où il coule des jours heureux. J'en profite pour le signaler, puisque les États-Unis, au jour d'aujourd'hui, s'opposent à l'extradition de Goni Sánchez de Lozada. Cette revendication de la nationalisation des hydrocarbures va être une espèce d'axe revendicatif qui va structurer le champ politique et qui va s'imposer, donc, comme je disais, sur l'agenda politique à l'ensemble des acteurs de ce champ politique, y compris le successeur de Carlos Mesa, de Goni Sánchez de Lozada, qui est Carlos Mesa, va faire les frais de ce mouvement populaire en faveur de la nationalisation des hydrocarbures, puisque Mesa va successivement convoquer un référendum sur les hydrocarbures en juillet 2004, qui va aboutir à un mandat populaire pour la reconstitution de l'entreprise publique YPFB. YPFB, ça veut dire Gisement pétrolier public de Bolivie. Donc, un référendum en juillet 2004 qui aboutit donc à cette décision de reconstitution d'YPFB, et par la suite une loi des hydrocarbures en 2005 qui va créer, je vais en reparler un peu plus loin, un nouvel impôt qui est l'impôt direct sur les hydrocarbures. À l'époque, on a un niveau de royalties pour l'État sur les bénéfices pétroliers qui est de l'ordre de 18%. 18% pour l'État, 82% pour les firmes multinationales. Avec cette loi sur les hydrocarbures en 2005, on a un impôt direct sur les hydrocarbures qui s'élève à 32%, ajouté aux royalties, ça fait, vous l'aurez deviné, 50-50 entre l'État et les contrats pétroliers. Alors, ce qui va provoquer la démission de Carlos Mesa, c'est qu'à l'heure où se pose la question de renégocier les contrats avec les firmes multinationales sous ces nouvelles conditions, Carlos Mesa va dire qu'il faut respecter la validité des contrats alors en vigueur,
sachant que ces contrats ont alors encore une durée de plus de 30 ans. Donc ce qu'il propose, c'est d'attendre la fin de ces contrats, autrement dit une trentaine d'années, avant de pouvoir soumettre les compagnies pétrolières à ces nouvelles conditions. C'est ce qui va aboutir à une seconde guerre du gaz en mai 2005. Là encore, dans les villes d'El Alto et La Paz principalement, mais aussi des mobilisations à Cochabamba et même dans une moindre mesure à Santa Cruz, qui vont aboutir donc à la démission de Carlos Mesa, à la convocation d'élections générales, et une convocation d'élections générales finalement qui va déboucher sur la victoire d'Evo Morales, le leader du mouvement vers le socialisme, le MAS, avec un résultat absolument inédit dans l'histoire de la démocratie bolivienne, puisqu'il y a eu des élections avec plus de 50%, avec un mandat clair pour Evo Morales qui est, d'une part, la convocation d'une assemblée constituante, et d'autre part, la nationalisation des hydrocarbures. Sachant, et c'est intéressant à le souligner, aujourd'hui on a tendance à l'oublier, qu'à l'époque des conflits, notamment en octobre 2003, le MAS et Evo Morales en personne sont opposés à la nationalisation des hydrocarbures qui leur apparaissent comme une revendication maximaliste qui provient des secteurs les plus radicaux du mouvement populaire. Pour leur part, ce qu'ils défendent en octobre 2003, c'est justement cette solution du 50-50, ce qui va d'ailleurs expliquer le soutien que va apporter le MAS à la gestion de Carlos Mesa entre 2003 et 2005. C'est presque à contre-cœur finalement que le mouvement vers le socialisme et le mouvement paysan qu'il représente vont aux élections en décembre 2005. Alors, on va passer à la deuxième diapo. Cette nationalisation, elle s'érige d'abord, vous l'aurez compris, contre les mesures qui ont été prises par les gouvernements néolibéraux qui apparaissent en Bolivie à partir des années 80 jusqu'au début des années 2000. Alors, on va voir ici une série de lois qui vont être adoptées. Donc en 90, la loi sur les hydrocarbures qui postule la fin du monopole de l'État. En 94, ce qu'on va appeler donc, la loi de capitalisation. La capitalisation, on va dire, c'est une modalité bolivienne pour ce qui serait finalement une privatisation de fait. On va donc avoir un fractionnement de la chaîne productive des hydrocarbures. YPFB, par exemple, est divisé entre fractionné en diverses entreprises. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, pardon. Et surtout, à partir de 96 et 97, on voit apparaître donc, la réduction des royalties à 18%. Ce qu'on va appeler des contrats de risque partagés entre l'État et les compagnies pétrolières, des compagnies pétrolières qui, à partir de 97, deviennent ce qu'on va appeler propriétaires des hydrocarbures en surface, en pleine violation, il faut le souligner, de des dispositions qui impliquaient la Constitution de l'époque, puisque la Constitution, dans un de ses articles, postulait la propriété inaliénable de l'État sur les richesses naturelles. Alors finalement, ici, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'un arsenal législatif qui vise à consacrer fondamentalement un environnement juridique sûr pour les investisseurs privés. Autrement dit, ce sont les investisseurs privés qui sont les seuls assignés à générer de la richesse pour l'ensemble du pays, ce qui permet, ce faisant, également de justifier le fait de démanteler quasiment l'entreprise nationale YPFB. Alors, la question qui est posée, c'est de savoir pourquoi, finalement, la privatisation s'impose avec autant de force. C'est vrai qu'il y a un peu une lecture dominante, y compris au sein du mouvement altermondialiste, le consensus de Washington, enfin, une lecture un peu téléologique qui, parfois, fait fi d'un élément qui est essentiel, qui est que les privatisations, généralement, elles sont accueillies, en tout cas c'est le cas de la Bolivie, avec un certain soutien, y compris dans le mouvement populaire. On peut passer à la diapo suivante. Alors, ce à quoi on fait face, c'est un secteur qui est totalement en crise. On le voit notamment avec la part des hydrocarbures dans le produit intérieur brut, qui est de l'ordre de 65%
à la fin des années 70 et qui, à la fin des années 80, début des années 90, est de l'ordre de moins de 5%. Alors, au-delà du fait qu'il y ait des problèmes liés bien évidemment à l'état des marchés internationaux sur les matières premières, qui permettent d'expliquer la baisse des prix, notamment sur le pétrole, une des causes explicatives de cette situation, c'est aussi la situation de l'entreprise d'État IPFB. IPFB apparaît alors comme un foyer de clientélisme politique, une entreprise qui finalement, de par l'incompétence de son personnel, se voit de plus en plus incapable d'opérer elle-même des opérations, par exemple, d'exploration ou d'exploitation, et qui a également de moins en moins de capacité de contrôle sur les agissements des entreprises multinationales. Alors, ces critiques qui vont être utilisées avec force par les tenants du néolibéralisme et partisans d'un démantèlement de l'entreprise publique, il faut quand même avoir en tête que ces arguments, ils ont une véracité, enfin, ils ont quand même une portée réelle, dans la mesure où véritablement l'IPFB était devenue une entreprise, je dirais, symbole d'un État absolument inefficace au sens où véritablement il se convertissait en un espèce de butin pour les partis politiques qui se succédaient au pouvoir. Donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de gouvernements, pas seulement le bolivien, mais aussi par exemple le gouvernement vénézuélien, je vais en reparler un peu plus tard, mais on a une tendance à reproduire les vieilles pratiques des États nationaux populaires sans véritablement s'interroger sur les causes de leur faillite. Alors tout ça, donc, comme j'ai dit, c'est dans le cadre d'une politique plus globale qu'on appelle en Bolivie la nouvelle politique économique, qui est évidemment d'obédience néolibérale avec une politique d'orthodoxie monétaire, la privatisation de la plupart des entreprises publiques parallèlement à IPFB et une administration publique qui est réduite véritablement à un rôle d'accompagnement, comme je disais, de l'investissement privé. Alors au départ, donc, on a un démantèlement d'IPFB qui s'accompagne de l'entrée dans le capital des différentes filiales qui sont créées du capital privé. Alors, les trois entreprises fondamentalement sont Andina, dans laquelle apparaît l'hispano-argentine, il faudrait dire comme ça, c'est mon espagnol, Repsol YPF, British Petroleum en Chaco, et dans Transredes, Enron et Shell. Alors, au départ, cette politique va donner véritablement l'impression d'une réelle efficacité, puisque l'un des premiers effets d'annonce, c'est la découverte de réserves de gaz extrêmement importantes, donc qui résulteraient, dans la bouche des néolibéraux en tout cas, de cet effort de l'investissement privé pour opérer des opérations d'exploration. On découvre donc en Bolivie des niveaux de réserves qui oscillent entre 30 et 50 trillions de pieds cubes, qui font de la Bolivie le deuxième pays en termes de réserves mondiales derrière le Venezuela. Par ailleurs, on voit un développement exponentiel du secteur des hydrocarbures, puisque l'on passe, par exemple en 99, de 10% des exportations à un niveau de 47,8%, donc quasiment 50% des exportations. Donc c'est 50% des exportations boliviennes, ce sont les hydrocarbures en 2005. Ceci étant dit, on voit que ce modèle pose un certain nombre de problèmes, à commencer par le fait qu'ils ne rompt pas avec ce qui a été promu antérieurement par les régimes précédents, qu'ils soient civils ou militaires, qui est un modèle économique primo-exportateur. À savoir que sur l'augmentation de ces exportations, on voit bien que ce sont les chiffres des exportations de pétrole et de gaz à l'état brut qui permettent de comprendre l'évolution de ce chiffre, et non pas les activités de raffinage qui restent peu ou prou au même niveau. Un des effets pervers aussi de la privatisation avec la baisse des royalties pour l'État, c'est que ces chiffres absolument hallucinants donc de réserves et
d'exportation ne s'accompagne pas de recettes significatives pour l'État bolivien, puisque avec le passage de 50 à 18% de royalties, eh bien, le trésor public bolivien ne voit pas l'impact finalement de la découverte de ces ressources naturelles. On a un troisième problème, et pas des moindres, c'est l'impact sur l'environnement. Alors là, impact sur l'environnement qui permet aussi de publiciser la cause de nombreuses populations indigènes qui à ce moment-là se voient confrontées à ce que je qualifierais moi d'exaction des compagnies transnationales. Notamment, il y a les cas les plus connus, c'est celui de l'espagnol Repsol, qui va littéralement saccager certains territoires en terre guarani. La partie guarani de la Bolivie, c'est à la frontière commune avec le Brésil et le Paraguay. Et puis surtout, on voit que c'est un modèle qui reste fondamentalement ancré dans des relations de dépendance avec les pays voisins. Alors jusque dans les années 70, le développement de l'entreprise d'État IPFB était accompagné d'une relation finalement assez intime avec l'entreprise nationale argentine, YPF, qui va être rachetée au moment de la privatisation en Argentine par l'espagnol Repsol, Repsol YPF. Donc le partenaire privilégié, c'est l'Argentine à peu près jusqu'aux années 70-80. À partir des années 80-90, il va y avoir un tournant puisque l'associé majeur va devenir Petrobras, la compagnie brésilienne, qui va en venir à une certaine époque à contrôler plus de la moitié des réserves de gaz en Bolivie. Ce qui fait d'ailleurs qu'on commence à cette époque, notamment dans les secteurs de la gauche nationaliste bolivienne, à remettre au goût du jour une théorie ancienne au sein de la gauche bolivienne, qui est celle du sous-impérialisme brésilien qui s'exercerait à l'encontre de ses voisins, en premier lieu de la Bolivie. Alors, donc face à cette politique, il y a toute une série de mesures qui vont être entreprises. J'en ai déjà un petit peu parlé, déjà sous Carlos Mesa, avec la loi des hydrocarbures en 2005. La loi des hydrocarbures, elle a un élément qui est très important, qui est ce fameux impôt que j'ai déjà mentionné, 32%, l'impôt direct sur les hydrocarbures, qui est un impôt qui a une caractéristique particulière, puisqu'il, de fait, il est structuré de manière à redistribuer les bénéfices du gaz entre les différentes entités qui composent l'État bolivien. Autrement dit, l'argent qui est récupéré sur ces 32% ne va pas seulement à l'État central, mais il va également, par exemple, aux gouvernements régionaux, aux municipalités et aux universités. On va voir que ça a une importance sur ce qu'est aujourd'hui la conflictualité sociale en Bolivie. J'ajouterai deux autres éléments. D'abord le fait que, grâce aux mesures qui vont être entreprises dès la première année du mandat d'Evo Morales, il y a une mesure qui est très importante, qui est celle de la récupération de la majorité des actions par IPFB dans les entreprises qui sont nées finalement d'IPFB, Andina, Chaco, Transredes. IPFB finalement réquisitionne en quelque sorte ces actions pour devenir le véritable décideur au sein de ces trois entreprises et récupérer finalement le contrôle de la chaîne productive des hydrocarbures en Bolivie. Et puis surtout, on a une migration effective des contrats, à savoir que ce qu'avait refusé de faire Carlos Mesa, le MAS va le faire. À savoir que donc on va opérer ce qu'on appelle une migration des contrats, les contrats qui vont être mis en adéquation avec les nouvelles conditions d'exploitation. Mais les conditions d'exploitation, il faut le signaler, qui sont dans un premier temps, avec le décret le 1er mai 2006, très très favorables au gouvernement bolivien, puisque aux 18% de royalties, aux 32% d'IDH, on ajoute une frange supplémentaire de 32%, ce qui fait qu'on arrive à des royalties totales pour le gouvernement bolivien de l'ordre de 82%. 82% pour l'État, 18% pour les compagnies privées. Simplement, ce décret qui établit les conditions de la renégociation des contrats, eh bien, en octobre 2006, il débouche sur la signature de nouveaux contrats avec les compagnies pétrolières qui voient cette répartition des bénéfices ramenée à une portion bien inférieure que ces 82%.
puisque ce qui est indiqué dans ces accords avec les compagnies pétrolières, c'est que le taux d'imposition auquel ces compagnies sont soumises est conditionné par l'amortissement sur les utilités des multinationales. Autrement dit, ce que les multinationales ont investi, l'État bolivien s'engage à ce à ce que ces entreprises puissent finalement rentrer dans les frais avant véritablement qu'il y ait des bénéfices conséquents pour l'État bolivien. Alors, c'est une politique qui se résume dans une formule d'Evo Morales lui-même qui est « Queremos socios sino patrones ». On veut des associés et pas des patrons. Alors, il est à signaler que le boom qui va être entraîné par rapport aux recettes engendrées par les hydrocarbures sur l'ensemble de l'économie bolivienne, il est très significatif. On passe d'une économie qui était en récession. Alors hier, par exemple, on parlait de la croissance zéro. Alors la croissance zéro, elle a été expérimentée pendant un certain nombre d'années en Bolivie et ce n'était pas forcément synonyme de bonnes nouvelles, y compris pour les populations les plus humbles dans le pays. Je crois que c'est important de le souligner. Donc, personnellement, je célèbre le fait qu'on soit revenu à un pourcentage de 5% de croissance en moyenne sur les dernières années depuis l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales. Mais au-delà de ça, on voit qu'il y a des chiffres concernant le produit intérieur brut et les exportations qui vont du simple au double entre 2006 et 2009. On voit aussi des réserves internationales qui atteignent des niveaux records de l'ordre de 10 milliards de dollars. Et surtout, donc, on voit toute une série de programmes sociaux, un petit peu à l'image de ce qui s'est fait au Venezuela, des programmes sociaux qui sont financés sur l'argent du pétrole, avec notamment une série de bonos, des bons, comme le bon, pour citer un exemple, le bon Juancito Pinto, qui est un bon contre la désertion scolaire, qui est attribué aux familles qui ont des enfants scolarisés. Alors, quel est le problème? Quelles sont les limites aujourd'hui qui sont rencontrées par l'administration Morales dans la mise en œuvre de cette politique? Je citerai essentiellement 3 problèmes. D'abord, un premier problème qui est le contexte particulièrement hostile auquel fait face YPFB. D'abord, ce qui est à signaler, c'est que le gouvernement Morales s'est engagé à honorer les engagements qui ont été pris par les gouvernements antérieurs en ce qui concerne l'exportation de gaz, notamment aux pays voisins. Alors, ça concerne essentiellement 2 pays, l'Argentine et le Brésil. Aujourd'hui, il y a un nouveau marché qui a été trouvé par le gouvernement Morales, c'est le Paraguay. Alors, ces contrats ont des effets quelque peu pervers pour 2 raisons essentiellement. D'abord, ils ont été signés au début des années 90 avec ce qu'on a appelé la vente du gaz à prix solidaire. C'est assez amusant, parce que quand on voit le niveau de développement du Brésil et de l'Argentine, et puis celui de la Bolivie, et bien aujourd'hui, c'est la Bolivie qui se montre solidaire du développement du Brésil et de l'Argentine. Alors par exemple, aujourd'hui, il faut savoir que les connexions à domicile en gaz, c'est moins de 5% en Bolivie, alors que c'est un des pays producteurs. Mais aujourd'hui, par exemple, grâce à ces contrats de vente à des pays voisins, pour le Brésil, par exemple, c'est 80% des besoins en énergie de la région de Sao Paulo, donc vous savez que c'est le bassin industriel le plus important du Brésil, 80% des besoins énergétiques de la région de Sao Paulo qui sont couverts par le gaz bolivien. Alors, et donc il s'agit d'engagements relativement longs. Par exemple, l'Argentine, il s'agit d'exporter quasiment 20 millions de pieds cubes par jour pendant 20 ans vers l'Argentine. Un deuxième élément qui est important à avoir en tête, c'est le fait qu'aujourd'hui, les multinationales n'honorent pas leurs engagements contractuels, notamment en termes d'exploration et d'exploitation, qui sont des opérations sur lesquelles on est au point mort aujourd'hui en Bolivie. On n'avance pas sur la recherche de nouvelles ressources, alors que les entreprises y sont contractuellement obligées. Alors, ça ne veut pas dire que le gouvernement reste les bras croisés, c'est simplement que souvent les menaces qui sont proférées par Evo Morales restent lettres mortes, puisque les entreprises savent bien aujourd'hui que YPFB, même si elle expropriait finalement ces entreprises-là, ne serait pas en mesure de pouvoir continuer l'exploitation que ces entreprises garantissent. Et puis, le troisième élément, et pas des moindres, je parlais tout à l'heure de l'IDH, qui apparaît comme ça comme une
mesure plutôt positive de redistribution de l'argent à des universités, enfin à plusieurs institutions publiques et pas forcément l'État central. Outre le fait qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on aboutit à un émiettement de la rente pétrolière qui grave la capacité de l'État central à pouvoir conduire des politiques ambitieuses, notamment par rapport à l'industrialisation qui aujourd'hui reste lettre morte, hein, par exemple, eh bien, on a une conflictualité sociale autour de cet idéage, à savoir que les gouvernements régionaux, les municipalités, les universités sont capables de conduire de véritables conflits sociaux contre le gouvernement pour se garantir leur part de l'idéage. Alors, par exemple, pour donner un élément assez important, moi je me souviens, en septembre 2005, quand je suis arrivé pour m'installer en Bolivie, je voyais des manifestations un peu de partout. On arrive toujours un peu avec une vision mythifiée de ce qui se passe en Bolivie, hein, j'étais enthousiaste. Puis j'ai commencé à voir en fait qu'il s'agissait d'un conflit qui opposait les étudiants de l'université publique d'El Alto, qui n'étaient pas inclus dans le programme de répartition de l'IDH, qui exigeaient finalement leur part, qui faisaient face aux étudiants de l'université publique de La Paz, qui eux se mobilisaient pour défendre leur part du gâteau. Donc on voit bien ici le problème de la redistribution de la rente à une échelle, on va dire, locale. Alors, deuxième élément, c'est les problèmes posés par l'entreprise publique même, l'IPFB. Alors d'abord, on a une véritable difficulté à recruter du personnel compétent. Alors, quand je parle des personnels compétents, il faut voir par exemple que la fameuse renégociation des contrats que j'ai évoquée tout à l'heure en octobre 2006, elle a été balisée par la remise en cause perpétuelle des contrats qui étaient signés par les entreprises pétrolières pour des erreurs purement techniques par les administrateurs même d'IPFB. Autrement dit, il y avait des erreurs dans la rédaction des contrats. Alors, ce problème-là, il est lié notamment à un contexte de rivalité par rapport au recrutement du personnel. Il faut savoir par exemple que Petrobras, quelques mois avant la victoire d'Evo Morales, avait fait signer des contrats à son personnel bolivien, les intimant à s'engager contractuellement à ne pas travailler pour l'IPFB si jamais il y avait une nationalisation avec expropriation des hydrocarbures en Bolivie. On imagine ce que ça représente en termes d'incapacité technique de pouvoir faire fonctionner des champs pétroliers ou gaziers. Alors, le deuxième problème aussi, c'est qu'à l'image de ce qui se faisait à l'époque des régimes nationaux populaires, IPFB est devenu à nouveau un foyer de clientélisme, ce qui a été mis en lumière par l'affaire de corruption autour de Santos Ramirez. Santos Ramirez, c'était le numéro 2 du MAS, celui qui devait éventuellement succéder à Evo Morales si jamais il n'y avait pas de réélection. Alors ça a été un grand choc quand on a découvert que Santos Ramirez était à la tête d'un réseau de corruption qui était financé par un contrat avec une entreprise fantôme, Cater Uniservice, qui avait été engagée pour la construction d'une entreprise de séparation des liquides. Alors, on s'est rendu compte que cette entreprise-là, en fait, elle n'existait pas, que les fonds finalement qui avaient été engagés étaient grassement redistribués à différents échelons à différents échelons de l'entreprise, et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, ce réseau de corruption, il a été découvert pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu un assassinat. Sinon, il est encore probable que Santos Ramirez, aujourd'hui, ait pu encore perdurer à la tête de l'entreprise au moins une bonne année. Aujourd'hui, il faut savoir que, face à tous les problèmes qu'il y a dans l'IPFB, c'est à la Banque mondiale à qui on fait appel pour restructurer l'entreprise. Je pense que c'est quand même un sacré symbole de l'échec de la politique pétrolière et gazière, énergétique du gouvernement Morales. Puis le troisième élément, finalement, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien, et je vais conclure très rapidement là-dessus, on voit bien qu'il n'y a pas forcément de rupture avec le modèle extractiviste, primo-exportateur, qui finalement a toujours existé en Bolivie. Un chiffre qui résume tout ça, finalement, c'est que aujourd'hui, sur les exportations boliviennes, 82%, c'est l'exportation d'hydrocarbures et de minerais à l'état brut, sans transformation. On a un échec total pour l'instant de l'industrialisation. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante ? C'est un point que je ne vais pas trop développer, mais effectivement, pour l'instant, tout ce qui est relatif à la pétrochimie n'est pas du tout avancé. Et puis, donc on a un contexte qui est très très lourd. Il faut honorer des engagements. Il y a des multinationales sur lesquelles on a finalement accepté de moyenne pression. Donc, l'entreprise aujourd'hui, elle n'est pas du tout en mesure d'assumer ses tâches d'industrialisation. Mais c'est quand même relativement embêtant parce qu'aujourd'hui, il y a eu un audit sur ces fameuses réserves de gaz.
mais on se rend compte qu'elle pourrait être bien plus réduite que ce qu'on avait annoncé. Alors, il y a quelques temps, lorsque les réserves absolument incroyables avaient été annoncées à la suite de la capitalisation, la gauche disait on a sous-estimé finalement les chiffres des réserves pour pouvoir brader les entreprises. Alors aujourd'hui, la gauche bolivienne dit on nous a menti sur les réserves pour nous vendre la capitalisation. Le fait est qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'après certains spécialistes, on pourrait avoir du gaz pour seulement encore 8 à 10 années, ce qui remettrait complètement en cause le modèle de développement aujourd'hui en Bolivie. Et puis, un point qui est important, c'est qu'il y a une poursuite de la criminalisation, de la contestation, notamment sur les conséquences environnementales, de la politique énergétique bolivienne, avec notamment des conflits qui se multiplient entre des organisations indigènes et le gouvernement Morales, qui est pourtant censé la représenter. Alors donc on a une poursuite d'une politique que moi je n'hésite pas à qualifier de néo-développementiste, extractiviste, qui est véritablement symbolisée par le ton de la campagne qui a été menée par Evo Morales en décembre 2009 pour sa deuxième élection à la tête du pays. Alors, on a assisté, l'axe central de la campagne, c'était le grand saut industriel, littéralement. Avec ce que j'appelle moi une sainte trinité qui font la croyance dans le développement, qui a pour nom gaz, lithium et fer. Alors, aujourd'hui, ce qui m'inquiète beaucoup, personnellement, mais comme je l'ai dit, sans doute par rapport au Congo, c'est un problème de riches, mais on voit bien, notamment avec la menace des faibles réserves qui existent, que c'est un problème qui n'est pas petit. C'est que finalement, on est en train de reconstruire ce qui a été le vieil État révolutionnaire du MNR, le vieil État national populaire, sans finalement se soucier des véritables causes de cet échec. Et on voit aujourd'hui que la Bolivie, finalement, se retrouve prisonnière de ses ressources et prisonnière aussi des marchés internationaux qui en définissent les prix. Je vous remercie.